Bonjour, moi je suis ravie évidemment d'avoir l'honneur de venir vers vous. Je suis la présidente de la FLAR, qui est une association de malades et qui sont atteints de près de 200 maladies rares, ostéo-articulaires et musculaires et rhumatismales, et donc de maladies que vous connaissez très bien. Et nous, notre focus très particulier, comme vous le comprendrez, c'est le handicap, c'est la douleur, c'est avancer en âge avec une maladie chronique. C'est le vieillir bien dont on a entendu parler vraiment de manière très très pertinente ce matin. Juste, moi je voudrais arriver à l'espérance de vie, on l'a compris, elle est évidemment extrêmement longue. Et je vais tout de suite arriver à ce dont on a déjà discuté ensemble et qui est quand même notre sujet et qui est vivre un chemin de vie en résidence. Et c'est un moment clé, on l'a compris, l'arrivée, c'est quelque chose qui est très essentiel dans le parcours de la personne qui entre. On a parlé des familles, mais vous le savez très bien, vous qui œuvrez vous êtes très important, vous le savez, parfois il n'y a pas de famille du tout. Hein, donc ça aussi, c'est quelque chose dont on va parler ensemble. Et puis juste, je vous livre un verbatim que nos bénévoles qui interviennent dans les EHPAD notamment, mais aussi dans les hôpitaux, dans les cliniques, entendent parfois d'un ou d'une résidente « j'attends ». Et quand le dialogue se poursuit, et c'est assez triste d'entendre cela, « j'attends », parfois il n'y a rien, mais parfois c'est évidemment une issue plus fatale. Donc vous comprendrez l'émotion que nous accordons, qui est suscitée par ces mots, par ce verbatim. Réussir l'entrée, on va en parler beaucoup. Je voudrais juste dire un mot, combien nous sommes frappés de voir comme c'est difficile de tout quitter, nous qui aimons beaucoup notre lieu de vie, notre chez-soi, et avec souvent, on le voit, un bagage très léger, très petit. Parfois, évidemment, on peut apporter un meuble, une photo, etc. Mais cette étape de l'arrivée, elle est fondamentale parce qu'on arrive quasiment avec très peu de choses, voire presque rien. Donc l'idée pour nous, à la FLAR, et tous nous sommes d'accord là-dessus avec vous tous, c'est d'accompagner. Et il y a différentes façons d'accompagner. Et je voudrais juste dire un point important sur cet accompagnement, c'est que les personnes âgées, bien sûr, les seniors peuvent, bien sûr, sont en capacité d'accompagner un autre senior ou d'autres seniors qui ne sont pas de leur famille, et ils sont extrêmement riches dans cet accompagnement. Et donc, je crois qu'il faut ouvrir très largement, et je répète, nos bénévoles souvent sont âgés, et d'ailleurs ce sont souvent des femmes, parce que les femmes s'investissent beaucoup dans les associations, dans le monde associatif, et donc je crois qu'il y a une réflexion à avoir pour pouvoir accompagner de différentes façons. Par exemple, là, la semaine dernière, c'était une conférence qui était faite pour les résidents et leurs familles. Une autre fois, c'était une animation qui était faite par une bénévole senior, qui n'a pas de résident, je le répète, mais qui est membre de la FLAR. Un mot tout de même sur la féminisation du vieillissement. Dans les maladies dont nous portons la voix, nous constatons que la femme, elle est moins bien suivie, moins bien prise en charge dans sa vie de jeunes femmes, de femmes plus âgées, notamment au moment de la préménopause et de la ménopause. Il y a une mission actuellement à laquelle nous participons qui va débuter en janvier avec la députée Stéphanie Risse pour l'accompagnement de la femme, la santé de la femme, la prévention de la femme à la ménopause. Et pourquoi il y a ça? D'abord parce que les femmes, elles s'occupent beaucoup de leurs enfants, de leurs conjoints, de leurs parents quand ceux-ci vieillissent, justement, et parfois sont en EHPAD, on le voit, ou à domicile. Et donc la femme souvent pense aux autres, et moins sans doute à sa santé. Et puis
la formation des professionnels de santé, les protocoles pour pouvoir étudier, faire des études sur les molécules. On prenait des sujets hommes parce que la femme, au niveau hormonal, n'avait pas une stabilité hormonale du fait des règles, etc. Et donc toutes les études, par exemple pour les médicaments, ont été faites sur des hommes, y compris les médicaments pour les femmes. Donc on voit bien qu'il y a une forme, dans la prévention, il y a une forme d'infléchissement négatif pour la prévention chez la femme. Donc je l'ai dit, c'est quand même un choc sur le chemin de la vie, cette arrivée, on va en parler, bien sûr, ensemble, pour partager ce premier pas dans ce lieu. Et il faut le réussir humainement, avant même d'avoir un aménagement de la chambre avec l'accrochage des objets, des photos, etc. L'humain prime avant tout, et je sais que vous avez un rôle extraordinairement dévoué pour réussir humainement cette arrivée. C'est ça qui va marquer la première pierre. Juste un mot sur ce qui peut favoriser la prévention. En vie réelle, la douleur, ça reste un très très grand sujet dans les résidences. Et on sait que ces douleurs, elles sont responsables d'incapacités très vastes pour se lever, pour manger, etc., s'habiller, vous le savez parfaitement. Mais aussi, elles sont responsables d'un phénomène que j'appelle la lenteur. Alors, l'éloge de la lenteur, je l'ai appelé comme ça, parce qu'au fond, elle caractérise les seniors, elle caractérise les personnes âgées, même lorsqu'elles ne sont ni fragiles, ni en situation de handicap. La personne qui a avancé en âge, avec ses rides, qui a été une belle jeune femme, qui a eu des enfants, ou un beau jeune homme, maintenant, elle est arrivée à l'âge où tout est lent, ses gestes sont lents, et donc je crois qu'il faut penser aussi aux équipes et leur accorder du temps aussi à cause de cette lenteur de nos seniors. Deuxième petit point, c'est les idées reçues, qui sont des idées fausses, la plupart, ou des croyances, toujours sur la douleur. La personne senior elle-même, elle nous dit, c'est normal d'avoir mal à mon âge, c'est normal d'avoir mal quand on me fait la toilette, c'est normal, je dois supporter, etc. À quoi ça sert de se plaindre? Donc vous voyez qu'il y a dans la douleur quelque chose sur lequel nous accordons une place particulière pour la prévention. Et Dieu sait si c'est difficile de prendre soin d'un senior qui a des douleurs. Le rôle social des seniors, je l'ai évoqué tout à l'heure, bien sûr, parce que très souvent les familles, on va en parler aussi, mais il y a beaucoup de gens âgés dans les familles. Ce n'est pas forcément des gens jeunes qui peuvent entrer dans la résidence et s'occuper de leurs aidants. Et donc, il y a un rôle social très important. Et enfin, dernier point, sur... Ah, j'ai avancé un peu vite. Ah ben, il ne veut pas reculer. Il va reculer. Si, les activités bénéfiques, elles peuvent prendre toutes les formes. Il faut réinventer ces activités physiques. Et j'ai pris un exemple que nous connaissons bien dans les maladies de nos adhérents. Moi-même, je suis une patiente. Je suis atteinte d'une spondylarthrite, qui est une maladie inflammatoire, avec un problème oculaire grave à l'œil gauche. C'est pour ça que je me tourne beaucoup aussi vers vous qui êtes à gauche, et sans doute moins à droite, mais voilà, c'est une forme évidemment de handicap, vous le comprenez. Mais les activités physiques, comme la danse par exemple, mais vous pouvez inventer ces activités physiques. Vous avez ce pouvoir de création, mais la danse, même en fauteuil roulant, est une activité physique et on sait qu'elle est bénéfique au plan physique et au plan mental et psychologique. Donc, n'hésitez pas, inventez la danse dans les établissements. C'est une forme de joie aussi, bien sûr, avec les bénéfices. Alors, les proches, là aussi, dernière idée, ils peuvent avoir un petit animal
où la personne résidente avait un petit animal. Et la médiation animale, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, on n'en est pas à faire pénétrer un cheval dans certains hôpitaux. Il arrive, dans des pays lointains et nordiques. Moi, j'ai vu un cheval qui était dans un grand hall d'un hôpital nordique. On n'en est pas là. Mais un chien, un petit chat, il faut qu'il soit tenu en laisse, bien sûr, et qu'il ait son carnet de vaccination à jour. Mais ça, c'est merveilleux pour les seniors. C'est vraiment très important. Donc, j'ai pris évidemment cet exemple pour que les proches, les aidants puissent échanger avec vous et proposer, ou vous leur proposez, le jeudi chien, par exemple. Alors, on sait que dans le jeudi chien, tous les jeudis, un petit chien d'un proche aidant, d'un senior, d'un résident, ou même lorsque le résident est décédé, c'est le cas dans un établissement que nous visitons régulièrement, eh bien, ce jeudi chien se poursuit après évidemment le départ de ce résident. Mais ça peut être des ateliers, et vous connaissez vraiment tout cela très très bien. Et donc, je voudrais juste terminer sur cette image, cette très belle photo d'Émile Jean-Paul Baumel, avec qui je discute souvent, et qui dit « Je ne veux pas des choses, je veux des moments ». Et pour conclure, et vous remercier de votre attention, et dire que vieillir, prévenir, c'est l'affaire de tous. Merci. Ben, on va enchaîner directement, il me semble. On va se présenter, puis après on fera un duo. Allez-y. Okay. Un trio, mais enfin, on a fait beaucoup. Je laisse commencer, Françoise ? Oui, voilà. Voilà. Privilège de l'âge, je commence. Je suis coprésidente de l'Inter-CVS 59, qui est une association qui a maintenant 3 ans et qui s'est créée avec des membres de CVS ou des anciens membres de CVS et qui ont fait le constat que dans les établissements, même la plupart des résidents ne... Il faut plus celui-là ? Pour moi ? Ah d'accord. Oh non, mais j'avalais en parlant quand j'étais petite, donc vous allez l'avoir. Mais ça me coupe là. Bah, tu m'as coupé, c'est horrible. Donc, on se rend compte que les résidents et les familles, surtout les résidents, ils ne connaissent pas leurs droits individuels, leurs droits collectifs. Les résidents et familles ne connaissent pas le fonctionnement d'un EHPAD. Après, on en reparlera après sur comment on entre en EHPAD. Et que ça, il faisait qu'ils n'arrivaient pas à s'exprimer vraiment et qu'ils n'avaient pas l'impression qu'ils étaient écrasés. C'est ce qu'on a vu dans notre travail, dans la parole des résidents, écrasés par le poids de la collectivité tout d'un coup. Et que le fait de ne pas pouvoir s'exprimer, ne pas pouvoir dire ce qui va pas, ce qu'ils aimeraient, le fait que les directions, quelquefois, ne sont pas très à l'écoute de ça, ça fait que, leur perte d'autonomie, elle va très vite. Ils restent beaucoup plus passifs, ça va. Et donc, nous, pour qu'il y ait qu'il n'y ait pas de perte d'autonomie, moins brutale possible, l'autonomie de choix, l'autonomie de non-choix, de refus, l'autonomie de décision, et que ça reste quand même, qu'il soit reconnu comme individuel par rapport à la collectivité et qui s'adapte en tant qu'individuel à la collectivité. Donc c'est pour ça que nous, on est une association qui se déplace sur le département. Nous essayons d'aller donner, d'informer quand même des gens du CVS, rencontrer des directions pour savoir un petit peu comment ça se passe, parce que les CVS vont bien marcher où la communication, où l'expression des usagers sera bien retenue en fonction aussi de ce que veut de la direction. Ça sera facilité aussi en fonction toujours de la direction, parce qu'on dit toujours personnel bien traité, résident bien traité, et tout ça c'est une chaîne. Donc nous estimons que notre rôle est aussi d'aider à l'expression, d'aider à la bientraitance mutuelle des résidents, familles, personnels, d'aider à donner la capacité de prendre la parole aux résidents, aux familles, de voir comment elles peuvent s'influer, et l'assurance que la structure donne toutes les réserves nécessaires aux usagers pour leur permettre d'échanger, voilà.
Donc, on essaye de produire, vous avez vu, on a des petits kits, on produit des petits éléments de compréhension, on fait un travail, là, c'est pour ça qu'on est à 2 avec France Assos actuellement, pour voir un petit peu la parole des usagers, la parole des familles, et puis voir comment on peut aider, donner des instruments pour aider, revaloriser et laisser le petit vieux, si j'ose dire, ben c'est bientôt mon cas, donc c'est pour ça que je m'y intéresse beaucoup, hein. Moi c'est pré-EHPAD, hein. Et enfin j'y crois encore, c'est peut-être que je devrais y être, mais pour valoriser vraiment que les personnes puissent être valorisées jusqu'au bout. Voilà. Merci. Merci Françoise, c'est toujours un plaisir de passer derrière toi. Qu'est-ce qu'il dit Et tu peux me couper quand tu veux. Ah non, qu'est-ce que tu dis Du coup, moi je m'appelle Maxime, je suis coordinateur régional de France Asso Santé Hauts-de-France. Et du coup, France Asso Santé, nous sommes une union d'associations de patients, de malades, de consommateurs, de personnes âgées, des personnes qui vous représentent en tant qu'usagers du système de santé. Et notre sujet, notre projet associatif, c'est la promotion, la défense des droits des usagers dans le système de santé. Ces fameux droits qu'on s'occupe que quand il y a un problème, vous voyez un petit peu. Et entre autres, on a plutôt une approche à la base plutôt sanitaire, hein, puisque du coup, on est là pour pouvoir accompagner et former les représentants des usagers dans le système de santé, hein, puisque dans chaque établissement de santé de la région, public ou privé, vous avez des représentants des usagers qui viennent de ces associations que l'on accompagne. Donc on est là pour pouvoir les accompagner. Dans la délégation France Asso Santé Hauts-de-France, on anime une commission personnes âgées qui focalise pas mal ses travaux sur le quatrième âge, et en particulier autour des droits des personnes âgées, notamment en tant qu'usagers du système de santé, et surtout le sujet de leur représentation, et aussi le soutien des proches et des aidants. Donc, d'où je parle, moi, de mon point de vue France Asso Santé, donc du point de vue des usagers. Et aussi, d'où je parle, c'est aussi parce qu'on a porté depuis 2020-2021, depuis la sortie de la crise Covid, on a porté quelques plaidoyers sur le sujet. En mai 2021, il y a eu une première enquête, un rapport qui s'intitulait « Un an de crise en EHPAD », où on a été recueillir la parole des familles suite à la crise Covid, et l'impact que ça a eu sur eux, notamment sur le rôle de l'aidant. Et ensuite, tout nouveau, hein, tout frais. Ça vient de sortir, il y aura beaucoup sur nos places cet été. Voilà, il est sur notre stand, écrit en collaboration avec l'Inter-CVS 59, le rapport d'enquête « La démocratie en EHPAD, la parole aux résidents », où, cette fois-ci, on a été recueillir la parole des résidents dans les EHPAD. Ça, c'était un élément important, où on a été questionné en groupe de parole ou en focus group, hein, mettez le nom que vous voulez, le sujet de la représentation des résidents concernant la démocratie, de manière un petit peu générale, leur représentation sur la démocratie en EHPAD, et aussi, et ce qui a été hyper intéressant, c'est leur représentation sur les droits. Les droits en EHPAD. Il y a des éléments hyper intéressants qui ressortent là-dessus, puisqu'on était dans le bon timing, et j'y reviendrai après, sur l'exercice du droit de vote, hein, comment c'est organisé. On les a questionnés sur pourquoi être entré en EHPAD, sur à qui s'adresser en cas de réclamation, sur leur connaissance du CVS, etc. etc. Vous le verrez dans la lecture de ce rapport. Du coup, donc vous avez compris, je disais, nous, on a plutôt une vocation sanitaire, mais on a
Alors, pour une fois, ils ont une bonté légendaire. Ils sont intéressés au médico-social. Ah là 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 là. Alors, voilà quand même une démarche qu'il faudrait quand même accentuer. Parce que, d'ailleurs, moi, je fais aussi partie de la commission des personnes âgées. À 2 titres, personne âgée et dans la commission, mais dans France Assos, mais je suis toujours qu'invitée. Hein, nous ne faisons pas partie de la commission. Donc ça, c'est vraiment une avancée. On a beaucoup travaillé et effectivement, bon, moi j'ai travaillé avec Clément Bayeul dans ces focus group. Au départ, on voyait qu'on n'avait pas forcément exactement la même définition des pouvoirs et de ce que faisait le résident et de ce qu'il pouvait faire, mais on a beaucoup avancé et ça, c'est une démarche que je veux féliciter France Assos et merci à l'ESPREF de nous permettre de le dire. Oui, et moi je voudrais rajouter quand même aussi qu'un résident qui a des difficultés à s'exprimer, eh bien en fait son proche peut aussi être la personne qui recueille sa parole, qui la transmet. Et c'est vrai que ça c'est un point très très central parce que le lien évidemment entre le résident et son proche permet son expression. Donc ça je pense que c'est important de le soutenir, en fait, hein, pour pouvoir exprimer, justement, cette parole. Oui. Et juste pour conclure, parce que du coup, moi, j'ai même perdu le fil aussi. non, mais pourquoi mais en rebond, pourquoi on a été auprès du médico-social, pas parce que les partenaires, les fédérations n'y vont pas. Notre initiative s'est orientée vers les EHPAD pour plusieurs raisons, mais c'était un peu abordé par les 2 dames ici présentes. Et ce matin, déjà, la double vocation des EHPAD, lieu de soins et lieu de vie, numéro 1, et lieu de vie. La particulière vulnérabilité des personnes âgées dépendantes en EHPAD. On est parti avec une hypothèse de départ, qu'il y a une méconnaissance des dispositifs de démocratie et des droits des personnes accueillies. Et on l'a constaté en allant un peu choper la parole des résidents, c'est qu'en fait, c'est pas si facile. C'est pas si évident pour tout le monde. Et après, toutes les récentes alertes médiatiques concernant le respect des choix des personnes, le respect des droits et des libertés des personnes en EHPAD, on l'a bien vu notamment dans la crise Covid, qui nous a un peu, pas poussé, mais qui était important de faire notre part et de contribuer à aller recueillir la parole des résidents. Voilà. Merci de cette courte présentation. Alors, on pensait que c'était une intervention, mais c'est plutôt une animation. Donc, c'est très bien, merci à vous. Donc, du coup, on va plutôt aborder maintenant le déroulé en proposant à l'Assemblée quelques questions qui va, à travers ces questions-là, balayer un petit peu le champ de vos expertises respectives, en essayant, si vous le pouvez, d'être un peu plus concis, mais c'est toujours aussi intéressant. Hein. Excusez-moi, je joue le mauvais rôle, mais je suis un peu obligé. Sinon, vous allez entendre gargouiller les estomacs. Et puis, on a compris qu'on avait un médecin pré-fragile, une usagée pré-EHPAD, mais j'espère qu'on a un public robuste. À vous, alors. Première question alors, qui a été soumise, c'est finalement l'entrée en EHPAD, qui vous est proposée ici, n'est pas une fin en soi. Comment préparer cette étape de la vie, selon vous? Nous, ce qu'on voit, c'est que d'abord, dans la vie en général, on ne se prépare pas à sa vieillesse, on ne se prépare pas à sa dépendance, on ne se prépare pas. Donc, les EHPAD, on ne connaît pas du tout. En plus, les EHPAD, c'est assez marrant parce que moi, je ne suis jamais rentrée dans un acronyme. Je rentre dans un EHPAD. Je peux rentrer dans une colocation, dans une maison, dans un appartement, et on entend toujours une EHPAD. Donc je rentre dans une EHPAD, bon voilà, dans un acronyme. Déjà, c'est pas accueillant du tout. La deuxième chose, ça a très mauvaise réputation, ça c'est sûr. Et puis la troisième chose, c'est le problème, c'est quand même partout, que ce soit volontaire ou pas, c'est contraint. L'entrée dans cet acronyme. C'est complètement contraint. Soit la personne l'a quand même décidé, mais c'est parce qu'elle ne veut plus être à charge, c'est parce qu'elle ne peut plus faire, et c'est quand même un dernier lieu de vie. Soit c'est une entrée par procuration de la famille. La personne n'a plus sa tête pour le faire. Donc c'est
extrêmement brutale pour le résident et pour la famille qui perd. Tout d'un coup, elles seront les visiteuses, elles perdent aussi énormément. Donc pour moi, c'est un truc extrêmement contraint dans lequel il faudrait faire extrêmement attention. Et les familles, bien souvent, ont aussi un sentiment de culpabilité parce que c'est quand même mignon de dire « je place mon parent ». Moi, je place mon yaourt dans mon frigo, je place mon fric à la banque, mais je fais rentrer mon parent. Voilà. Donc je trouve que tout ça concourt à ce que ce soit encore plus difficile. Je suis complètement d'accord avec cette idée de dire que c'est pas un bien joli nom, faudra-t-il le changer ou tout au moins dire je vais entrer dans une résidence ou je réside à. C'est des mots difficiles, on le sait, et on a entendu parler de la culpabilité, mais il peut y avoir aussi évidemment, du fait de cette culpabilité ou parfois de la colère, les proches sont très tendus, les proches sont sous tension, et vous le savez bien, je vois des oui, les proches sont sous tension, et ça, c'est quelque chose qui est souvent expliqué en effet par ce désespoir, cet sentiment d'abandonner son papa, abandonner sa tante ou sa maman, etc. Et donc, ça rend très, très difficile les conditions. Ça peut même amener à des conflits. Et nous, en tout cas, qui portons les résidents qui entrent et qui ont une maladie chronique au moins handicapante, douloureuse, invalidante, on porte la voix quand même de 20 millions de Françaises et Français qui sont atteints de ces maladies dont j'ai parlé, l'ostéoporose, l'arthrose, les spondylarthrites, les polyarthrites, etc., les maladies rares, comme le syndrome de Sjögren, etc. Donc ce sont déjà des gens qui sont en difficulté, et c'est vrai que ça peut créer, les proches sont tellement anxieux ou très tristes aussi, ils ont du chagrin, eh bien ça peut créer ces conflits, et c'est très difficile pour les équipes. Donc c'est vrai que il faut accompagner en effet ses proches pour arriver à une certaine paix pour eux. Donc c'est un travail qui est très lourd pour les équipes, mais il est à faire. Il est à faire justement, et c'est quand même une mission très essentielle pour lever cette anxiété ou ces interrogations permanentes. On le voit pour les traitements notamment. On le voit, je vois que des personnes font oui pour les traitements médicamenteux, parce qu'il y a des questions extrêmement nombreuses, répétées par les proches. Est-ce qu'il prend bien? Est-ce qu'elle a pris ses médicaments? Ah ben non, elle n'a pas pris ses médicaments, j'ai trouvé un comprimé, etc. Tout ça, c'est très difficile. Et c'est vrai que ça fait partie de ce monde complexe, voilà, de l'accompagnement. Donc on comprend bien ces angoisses. Alors, je vais, en complément, je vais pas répéter ce qui a été dit sur le fait qu'on ne prépare pas son entrée en EHPAD, que c'est une décision qui est souvent subie, contrainte. C'est le premier jour. Oui, effectivement. Et donc souvent avec une initiative prise souvent par la famille, souvent les enfants, plus rarement le conjoint. Et lorsqu'il est présent, le mandataire judiciaire. Et moi, je voulais juste, en complément de ce qui a été dit, puisque un peu ma casquette, un peu France Asso Santé, la question en tout cas, je fais le lien avec le consentement libre et éclairé par rapport à la perte d'autonomie et aux troubles cognitifs. Ça peut donner à voir aussi que c'est souvent une solution de facilité de mettre la personne sous mesure de protection, sans chercher véritablement à accueillir son consentement. C'est le retour que l'on a souvent dans notre ligne d'information juridique qui est Santé Info Droit, où les juristes nous font souvent nous font ce retour-là sur le consentement, la difficulté du consentement libre et éclairé. Un autre sujet, pour ne pas répéter aussi ce que dit mes copines. Vas-y, répète Maxime. C'est l'important, et j'insiste sur la personne de confiance. Le rôle de la personne de confiance, de la faire désigner, de l'associer au rendez-vous avec un point de vigilance, et je regarde Eric dans la salle qui est présent ici, avec un point de vigilance que la désignation de cette personne de confiance doit être le mieux possible faite en amont,
quand la personne, si possible, n'a le moins possible de troubles cognitifs. Ça, c'est important. Et c'est pareil pour les directives anticipées. Je pense que c'est un vrai sujet aussi que vous êtes confrontés. Donc, l'importance de la personne de confiance et des directives anticipées. Merci. On va passer, si vous le souhaitez, sauf s'il y a des réactions, à la deuxième question, deuxième étape, qui aurait été comment les aidants peuvent être un allié de la prévention. Comment ? Plutôt pour François, cette question. Comment les aidants peuvent être un allié de la prévention? Moi, ça va être très rapide. Moi, je me permets là, ça va être très rapide là-dessus. C'est que je pense que c'est plutôt pour l'inter-CVS. Et moi, je vais prendre un autre chemin, peut-être à côté, mais tant pis, sur la prévention du pouvoir d'agir. Ce qui ressort des groupes de parole avec les résidents, c'est que, et ça m'a beaucoup surpris quand même, c'est que les résidents demandent à pouvoir être solidaires les uns avec les autres, ce qui est au final un fondement d'un fonctionnement démocratique, à l'entraide, la solidarité. Et je vous assure, moi j'ai appris quelque chose, et j'étais très très surpris, c'est de voir que l'on interdisait aux résidents d'aider l'autre. Je ne le savais pas. Mais dans les 4 EHPAD... Alors, oui, mais en tout cas, c'est pas général, et c'est ce qu'on nous a dit, partenaires, mais dans les 4 EHPAD qu'on a été questionnés, et dans les quelques partenaires, on interdisait les résidents et ça, du coup, déjà, moi, j'ai appris cela. Et il y a des raisons. L'interdiction de pouvoir aider l'autre contribue à cette infantilisation, et l'impératif de sécurité ne doit pas conduire à des interdictions absolues d'entraide. Mais effectivement, apparemment, c'est pas le cas partout. Oui, en fait, c'est certainement pas le cas partout, mais non. Il y a sans doute des endroits où c'est comme ça, et ça mérite en tout cas d'être éclairci. Ouais. Alors nous, on parle toujours des aidants à domicile, mais il faut bien se dire que les familles qui sont présentes, elles sont également aidantes en EHPAD, et il y a justement, tu parlais des problèmes au départ d'assimilation des familles. Il est quand même difficile, et on aimerait quand même pouvoir que les familles puissent être mieux accompagnées au départ dans ce nouveau rôle d'aidant, parce qu'elles étaient aidantes à plein tube chez eux, chez leurs proches. Elles étaient peut-être maltraitantes, ça se peut, mais n'empêche que du jour au lendemain, hop, c'est pris en charge par une autre équipe. Elles demandent, elles ont l'impression que c'est pas comme elles faisaient, que c'est pas bien, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très important à l'entrée, enfin dans le premier mois, dans les 2 premiers mois, de pouvoir informer, prendre les familles, leur donner, voir avec elles comment elles peuvent continuer le rôle d'aidant en fonction effectivement de la communauté, en fonction des personnels, etc. Je pense que l'accueil des familles qui sont aidantes, c'est vachement important, parce que d'abord, c'est le lien affectif, c'est un repère, elles continuent à garder les habitudes qu'elles avaient avant. Pour elles, c'est déjà, alors pour le proche, c'est important, et pour elles aussi, c'est important. On ne va pas casser une famille comme ça. Donc, c'est quand même très, très important, et qu'on ait des bonnes relations avec les personnels, parce qu'on a quand même, bien souvent, les personnels sont quand même en blouse blanche, sont quand même dans le soin, et donc, c'est pas toujours facile. Donc, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que, effectivement, les familles qui sont aidantes soient mieux accueillies, qu'on leur permette, de discuter avec elles, voilà, qu'on permette de discuter aussi, de leur dire, voilà, votre parent, il a telle et telle pathologie, mais on peut vous informer sur la pathologie, et vous aurez donc une meilleure communication avec vos parents, avec votre proche, parce qu'on dit que les familles ne sont pas souvent là, parce que il y a beaucoup de raisons, mais entre autres, personnellement, j'ai eu mon père en EHPAD et qui avait d'énormes troubles cognitifs à la fin, et ma soeur et moi, on se disait, boum, il faut qu'on y aille, parce qu'on ne comprenait pas. Et donc ça, c'est vraiment, que je crois que très très important de le dire. Et puis de toute manière, je pense que personne ne peut dire le contraire. La crise de Covid a bien montré combien les familles étaient aidantes, et combien de résidents se sont laissés aller sans les familles, et les familles ont ça. Donc je pense que c'est vraiment très important pour nous, et on se dit pourquoi pas une famille à l'entrée, une famille qui est assez, dans l'activité, ou bien dans l'EHPAD, pourquoi elle ne servirait pas de père
aidante, elle ferait, on dirait, tiens, ben voilà, elle pourrait aider la famille qui arrive, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il faut vraiment le faire. Des choses à ajouter? Anne-Françoise, non? Oui, moi je voudrais rajouter un petit mot sur le rôle difficile des proches, parce qu'ils ont envie effectivement de retrouver le résident tel qu'ils l'ont connu. Et donc, il va falloir aussi qu'au fur et à mesure que le résident avance sur son chemin de vie, bah, il va encore plus vieillir, il va avoir d'autant plus de difficultés. Et donc, je pense que ça aussi, ça se prépare, et ça se prépare avec le proche ou les proches. Je pense aussi qu'il y a des établissements où en effet, le proche est en capacité d'accompagner fortement, et dans la joie, pas dans la tristesse, d'accompagner fortement le résident. On le sait, il peut être là et partager son repas en s'inscrivant à l'avance, etc., pour pouvoir, dans la salle à manger ou dans la chambre, pouvoir... C'est très important, j'insiste, mais le temps du repas, comme le temps de la toilette, auparavant, c'était le proche, parfois une aide-soignante ou une infirmière qui venait, mais ce sont des moments clés dans la vie d'un résident. Et donc, il faut que ça se passe le mieux possible, évidemment. Et donc, le repas, c'est un moment absolument majeur, et c'est pour ça que je parle de joie, la joie, malgré tout, de partager un repas. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc, il faut vraiment ouvrir les portes, je dirais, au moment des repas, dans la mesure du possible, pour le résident et son proche. Ça, c'est fondamental. Et au moment de la toilette, c'est pareil. Tu l'as dit, Françoise, il y avait des proches qui faisaient la toilette. Eh bien, c'est pareil. Il va y avoir des précautions. L'équipe va entendre quelles précautions le proche prenait pour la toilette, justement à cause des douleurs. Reparlons des douleurs. C'est sûr que c'est difficile de faire une toilette avec une personne qui est douloureuse, mais voilà comment un proche peut aussi donner des indications en disant, voilà, ma maman aimait ceci, aimait cela, ah non, voilà, il vaut mieux faire de cette façon, etc. C'est vraiment un partage, et ça, je pense que ces moments clés-là, au lieu de devenir des moments difficiles, complexes, ça peut devenir des moments d'échange avec, bien sûr, l'équipe et avec le résident. Donc, il faut qu'on réfléchisse ensemble, évidemment, à tout cela. Et j'ai parlé de la lenteur. Parce que ça, c'est un vrai problème. Et les proches, évidemment, parfois relèvent, ou le résident relève que ça va trop vite. Ça va trop vite, la toilette. Ça va trop vite, le repas. Donc, pensons bien qu'évidemment, quand un résident souffre, on a parlé des pathologies, mais il y en a beaucoup, l'ostéoporose, l'arthrose, les douleurs, les maladies chroniques, etc., eh bien, ça peut aller trop vite. Et donc, ralentissons en EHPAD, ralentissons en résidence, puisque ce mot n'est pas très joli, ralentissons en résidence le rythme de nos seniors. C'est très important, et c'est la raison pour laquelle j'ai juste pointé le fait que permettre aux équipes, permettre à la personne en charge de la toilette, ou aux deux personnes parfois, à la personne en charge de la toilette, d'avoir plus de temps, ça deviendra à ce moment-là une toilette bénéfique, une toilette où il y aura une forme de bien-être, parce que ça doit être cela normalement. Et c'est ça qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble, évidemment, et avec le rôle du proche qui peut, effectivement, en interface avec l'équipe, participer ou donner des petites indications au fur et à mesure, en concertation avec l'équipe. Merci. Alors, dernière question. On a une dizaine de minutes maximum pour essayer d'aborder ce sujet-là, qui est pourtant un sujet très complexe, qui est finalement la question des outils à disposition, et notamment un petit peu votre regard sur le CVS et sur tout ça, qui serait intéressant. Je ne vais pas la faire longue, parce que tout le monde a l'estomac dans les talons.
Voilà, donc on va pas en faire un tout de suite. On s'est rendu compte là dans nos groupes de parole là que de toute manière, moi je parle que d'acronymes. Hein, le CVS en EHPAD, rebelote acronyme. Personne ne sait ce que c'est, sauf les gens qui y étaient. Et encore, quand on leur demande ce que veut dire que le CVS, ils savent vraiment pas tellement. Ils ne comprennent pas. Pourtant, il y a quand même de la vie sociale dedans, mais c'est pas ça. Alors, on se rend compte que même ceux qui sont dans l'ensemble ont été ne sont pas vraiment informés de jusqu'où sont leurs droits, leurs possibilités, justement, de pouvoir préparer avec d'autres, parce que les résidents ne sont pas préparés à prendre en réunion préparatoire la parole des autres, à savoir parler d'une parole individuelle à une parole collective. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et tout ça, la préparation de ces CVS, la préparation des élections, les informations sur le CVS dépendent entièrement du style de gouvernance. Ça, il n'y a pas à tortiller. Donc nous, quand on va dans les CVS, on essaye de faire cette information et de stimuler un peu, parce qu'on se rend compte que là, le résident, il a un rôle, ça y est, il reprend un rôle. Déjà, quand il vote dans les élections, on a eu des élections très rapidement, il n'y a pas longtemps, j'étais en chambre avec, on faisait les chambres pour ceux qui avaient du mal à se déplacer, il y avait une urne, et à chaque fois, hop, quand ils mettaient leur bulletin, on disait à voter. Vous auriez vu leur sourire à chaque fois, ça leur rappelait vraiment quelque chose. Donc, ils représentent quelque chose, ils ont une utilité, ils ont un rôle, et ils savent que c'est pour eux et pour les autres. Et c'est quand même très, très important. Et les familles aussi ont tout à fait leur mot à dire, particulièrement pour leurs parents qui ont des troubles cognitifs. Et ça aussi, l'intérêt, c'est qu'elles puissent se rencontrer aussi avant. Soit parce qu'il y a quelquefois des buvettes à l'entrée. On a dans un établissement une permanence des familles dans une maison des usagers. Il y a plein de choses comme ça, pour que vraiment on soit en phase, que ça puisse faire que les résidents aient vraiment l'impression qu'ils ont quelque chose à dire, que c'est vraiment, enfin un habitat non, mais que c'est pas une pension où tu dois avoir que le truc. Et ils peuvent stimuler également les personnels, ils peuvent faire des choses avec les personnels. Ça, c'est hyper important. Et surtout, ne pas foutre les familles non plus de côté, parce qu'elles sont toujours considérées comme râleuses, emmerdantes ou absentes. Mais bien voir qu'elles sont visiteuses. Et c'est pas facile d'être visiteur. Et donc, il faut qu'il y ait pour que ça vive et qu'ils ne perdent pas leur autonomie de choix, d'expression, d'amélioration, de tout ce qu'on veut. Il faut une volonté vraiment, encore une fois, de tous. Et ça permet d'avoir aussi une ambiance avec les personnels et des choses à faire avec les personnels. Les familles et les résidents sont très, très importants. Et c'est un lieu comme ça, pas de maltraitance, salut, au revoir. Ça, c'est sûr, c'est un rempart contre la maltraitance. Ça, j'insiste lourdement, mais pas bien vécu comme ça. Et voilà, puis ils peuvent dire tout, hein. Vraiment, leur truc d'aller et venir, enfin, plein de choses, ils peuvent proposer plein de choses, voilà. Oui. Merci, tu as dit tout ce que je voulais dire. Mais merci, c'est un super binôme. Ouais. Non, mais alors, juste en précisant, donc je reviens pas sur le CVS, on n'a pas le temps, je voulais parler du projet personnalisé, mais vous connaissez. Sur le CVS, il y a une personne qu'on a un peu questionnée et par rapport à l'enquête, c'est toujours dans cette défense des droits, c'est le rôle de la personne qualifiée du médico-social. Je vois que ça parle, et en fait on s'est pas mal questionné sur son rôle. Ce rôle de personne qualifiée à mieux comprendre, à mettre en valeur. Parce qu'aujourd'hui, les familles sont supposées pouvoir s'adresser à une personne qualifiée du médico-social pour les aider à faire valoir leurs droits. Et c'est un acteur qui est a priori mobilisable par les familles pour intervenir avec les directions des EHPAD. Or, son rôle, il est largement méconnu. Enfin, vraiment très, très méconnu des résidents, de leurs proches. Et en fait, on s'est même questionné, c'est que où ils sont, parce qu'en fait, alors, il y a peut-être dans la salle, je ne sais pas, mais en fait, on a eu des grandes difficultés à pouvoir faire un état des lieux des personnes qualifiées dans la région, de savoir où ils sont. Comment font les familles dans ce cas-là? Mais ce n'est pas à jour. Mais, effectivement, quand on appelle, il n'y a pas forcément quelqu'un. Effectivement, c'est quelques personnes pour toute la région.
Et enfin, merci pour cette intervention, Madame Labou, mais effectivement, c'est hyper compliqué. Alors que ça doit être une personne qui doit représenter les familles et faire valoir leurs droits. Il y a le défenseur des droits, peut-être que vous connaissez, mais voilà, ça peut paraître des fois un peu fort. Il y a aussi France Associée, maintenant vous le savez. Juste Et pour... il y a nous autres. Tout à fait. En complément, parce que Françoise parlait du rôle du CVS, la finalité quand même du projet, les groupes de parole et ce rapport d'enquête, ce n'est pas une fin en soi du projet qu'on a mis en place avec l'Inter-CVS. La finalité quand même, au bout du bout, c'est, allez, comme c'est un peu le mot kit est devenu un peu à la mode, j'ai entendu pas mal depuis ce matin, nous aussi on va faire un kit à destination des EHPAD, des directions, des ESPREV, qui veut un kit démocratie en EHPAD, où on aurait voulu avec Françoise pouvoir vous le présenter là, mais c'était pas possible. Donc on espère pouvoir vous le présenter le premier trimestre 2025. Ce kit démocratie en EHPAD, c'est un petit peu un résumé de ce qu'on vous dit, qui permettra d'aller aller recueillir aller choper le pouvoir d'agir, et collecter la parole des résidents directement. Et une fois qu'on a collecté sa parole, mieux la prendre en compte. Et des outils faciles à prendre pour les directions d'EHPAD et pour les représentants du CVS. Oui, pour les usagers en général, hein, c'est vraiment très, très important qu'on puisse donner des renseignements, des stimulations pour que ce soit vraiment un lieu de vie, mais valable pour tout le monde, quoi. Je veux dire, personnel, famille, résidents. Et là, nous faisons juste, là, vous avez le plus gros travail qu'on a fait, c'est sur la parole des résidents, qui s'est fait de manière très, 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 très détaillée. Mais il va y avoir quand même, parce que la démocratie en EHPAD et ne pas considérer les familles, il va y avoir une petite annexe avec la parole des familles, qui se sentent pas forcément très intégrées. Surtout, ce qu'elles regrettent aussi, c'est de ne pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de l'EHPAD. Oui, moi je voudrais compléter cela en disant qu'évidemment, la parole des familles et la parole des résidents, même lorsque ils sont atteints de troubles cognitifs, c'est important. Ils ont des choses à dire. Notre société ne prend pas bien, n'a pas beaucoup eu de considération sans doute pour les personnes âgées, les vieux, comme on a pu entendre le dire. On a une société qui préfère le jeunisme, préfère se dérider, préfère dire toujours ça va très bien, je suis très valable, je suis super intelligent, WEPS, voilà. D'ailleurs, l'expression, moi, que j'ai en horreur, c'est comment ça va bien, hein. Donc notre société ne prépare pas ni les résidents, ni les personnes donc, qui vont devenir des seniors, et ne prépare pas non plus les familles. Ça, c'est quand même très important. C'est-à-dire que nous ne sommes pas préparés à ce vieillissement, et pourtant, il y a ce désir de vieillir et d'avancer en âge. Donc ça, c'est la prévention là-dedans, évidemment, elle est totalement absente, tant et si bien d'ailleurs que dans une résidence où la discussion avec un membre de l'équipe qui nous disait « Ah, moi, j'irai surtout jamais en EHPAD. Je ne veux pas aller en EHPAD. » Ça montre bien qu'en effet, la prévention, le vieillissement, le vieillir bien, c'est pas non plus quelque chose qui est rêvé par les équipes qui pourtant sont là, se dévouent, mais en même temps constatent qu'en effet, les choses ne sont pas parfaites. Donc je crois qu'aussi c'est très important que et il y a des seniors qui le font, hein, à la FLAR, des membres de la FLAR qui sont en résidence, ils écoutent un membre de l'équipe. Ils ont une relation d'écoute avec un ou des membres de l'équipe. Il faut aller plus loin. Les proches aussi, dans un dialogue constructif, doivent écoutent les membres ou un membre de l'équipe qui leur dit des messages précieux. C'est ça aussi qui est important. Les équipes, elles aussi, leur parole, elle est précieuse. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'équilibre entre parole de résident, parole du proche et parole d'un membre de l'équipe.
c'est ça qui fait qu'il y a une humanité dans ce monde si dur que l'on a construit, que notre société a construite. Et c'est ça aussi qui fait vraiment la valeur des missions que nous portons, que vous portez, et qui sont extraordinaires. Donc, nous, on essaye de contribuer, évidemment, à travers les actions que l'on mène sur les échanges, les groupes de parole, parler de la douleur, des maladies, s'informer, informer les autres, échanger, dialoguer. Mais c'est très important, la parole des équipes, des membres des équipes, face à la parole des familles et du résident. Un grand merci. Tu sais, c'est l'heure du couscous, hein. Oui, C'est attendez. intergénérationnel, faut que j'y Alors, aille avant que je justement, me c'est que très j'ai belle encore des transition. dents, hein. Alors, on peut les applaudir, évidemment. Bon, en tout cas, c'est toujours un grand plaisir d'écouter et de votre énergie. On peut vous saluer à plusieurs titres. D'abord parce que vous êtes des bénévoles très investis, hein, et puis votre témoignage, il est précieux pour nous.